Bonjour Corinne Blanc-Fogère. Bonjour Pascal. Bonjour, donc Corinne, vous êtes coach spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants, des professionnels de toutes sortes de métiers, mais aussi des entrepreneurs, des indépendants, Absolument. qui ont besoin de se démarquer, qui ont besoin de devenir remarquables, comme vous Exactement. l'indiquez dans votre slogan. Et on est là ensemble aujourd'hui parce que vous avez publié il y a un an, et on va fêter cet anniversaire ensemble, vous avez publié un ouvrage de salut public qui s'appelle «Maîtriser l'art de la répartie». Absolument. Voilà, je vous le montre, il était avec un Voilà. beau Ouais. jaune moutarde et noir, une typographie, très Voilà. moderne. Et si vous le soulevez un peu plus, on verra qu'il a été publié aux éditions Le Duc Pratique. Voilà. Absolument, voilà, donc 1 an que vous distillez vos conseils et vos astuces pour, se faire entendre dans une société qui est très bavarde. C'est vrai. Donc la première chose que je voulais vous demander, c'est pourquoi vous êtes intéressée dans votre sphère d'activité à ce thème de la répartie? En fait, si vous voulez, ça a commencé il y a très longtemps en réalité, parce que pendant 23 ans, j'étais actrice, comédienne professionnelle et improvisatrice. Donc, quand on fait de l'impro, à titre professionnel, mais à tous les niveaux, il est intéressant d'avoir un certain aplomb, une certaine répartie, dans la mesure où il faut pouvoir répondre comme ça du tac au tac, en live, en direct live, que ce soit pour des spectacles, des matchs d'impro, des choses comme ça, que j'ai aussi arbitré autant que joué. Et donc là, j'avais eu toute une préparation mentale et je suis aussi devenue d'ailleurs coach d'impro pendant 10 ans. Et, euh, et après, chemin faisant, je me suis réorientée justement pour apporter mes compétences en communication dans le monde professionnel de l'entreprise, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de grands besoins, que ce soit en termes d'aisance en public, comme en termes de répartie d'ailleurs, et de leadership de manière générale, vous voyez. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, quand j'ai créé il y a 5 ans mon entreprise qui s'appelle Humain Digital, j'ai commencé à écrire des articles sur toute une sorte de communication relationnelle. Et dans le lot, il y avait la répartie. Et c'est là d'ailleurs que vous m'avez trouvé avec, grâce à ces articles. Oui, tout à fait, j'avais repéré vos billets et j'ai trouvé ce thème de la répartie, très intéressant. D'ailleurs, c'est une de mes premières questions. Comment vous définissez l'art de la répartie? Et qu'est-ce que l'art réparti d'ailleurs? Oui, bah, c'est une très bonne question parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances, de clichés, voire de malentendus sur ce sujet. La répartie, c'est pas forcément ce que j'appelle l'hypercute verbal. C'est pas forcément cette réponse tranchante. C'est pas forcément ça. Déjà, avoir de la répartie, c'est déjà avoir quelque chose à répondre. Et souvent, ce que je me suis rendu compte dans la vie de tous les jours et même dans les accompagnements que je procède au quotidien, c'est qu'en fait, les personnes, elles restent sans voix bien souvent parce qu'elles veulent se défendre, parce qu'elles se sentent attaquées, soit dans un contexte stressant, soit par une phrase stressante, soit par une personne stressante, enfin bref, différentes possibilités. Et du coup, souvent, on cherche à se défendre. Et c'est quand on cherche à se défendre qu'on met en place tout un tas de systèmes reptiliens, cerveau, etc. Bref. Et du coup, c'est là que ben, ça ne marche pas. C'est parce qu'on se sent sous la menace, en fait, que ça ne marche Exactement. pas. Mmh. Exactement. Et c'est une histoire de point de vue en réalité, Pascal. Parce que si on fait un petit pas de côté, ce que j'invite à faire d'ailleurs dans mon livre, hein, c'est pour ça que je l'ai construit comme un accompagnement avec 10 clés, un peu comme un escalier avec des progressions. C'est pour en fait se rendre compte que c'est aussi une histoire de comment je vois les choses, comment je vois l'autre et comment je me vois moi. Si je suis persuadée que, ah là là, il faut absolument que je me défende dans la vie parce que bah, je vais être en force et ça va être compliqué. Ça va faire souvent bourrage papier là-haut. En revanche, si je fais un pas de côté, je dis, OK, quelle est l'intention de la personne là? Quel est le contexte? Et qu'est-ce que ça me fait cette phrase? Et si ce que je conseille dans le livre, par exemple, et ce que j'aime à dire, c'est que si on surenchérit, par exemple, au lieu d'avoir envie de se défendre, quand on nous fait une attaque verbale, par exemple, bah, l'idée, c'est que si on se dit, tiens, je vais me saisir de ce que dit l'autre et je vais même surenchérir pour que la personne, finalement, ben, c'est un peu tel est prix qu'il croyait prendre. Oui, d'ailleurs, on dit, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que souvent quand on se sent attaqué comme ça,
un des moyens d'échapper à trop d'émotions, etc., c'est de poser une question à l'autre, de le Effectivement. renvoyer, lui, au combat. C'est-à-dire Exactement. de lui donner du boulot, en fait, de lui poser une question. Oui, 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 c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors ça, spontanément, c'est vrai que quand on est un peu pris par le stress, ça peut être compliqué de prendre suffisamment de hauteur pour poser une question. Parce que c'est intéressant de la voir parmi plusieurs possibilités Bien sûr, oh ben, de bien sûr. réaction, on est d'accord. Mais quelque chose qui marche très très bien, au-delà de surenchérir, comme je disais tout à l'heure, et je donnerai quand même quelques exemples concrets tout à l'heure Oui, pour que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent puissent avoir aussi quelque chose à expérimenter potentiellement, au-delà du livre. Ce qui est intéressant, c'est, pour rebondir aussi en votre sens, pardon, d'abonder en votre sens, c'est vous savez, quelqu'un envoie une petite vanne comme ça, un truc un peu cinglant parce que ça fait rire, il y a l'assemblée comme ça, etc. Et quelque chose qui marche très bien, c'est de lui demander de répéter. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il dit comment j'ai pas compris. Et je vous garantis à 98% minimum que la personne ne répétera pas, elle va dire non, mais c'est bon. Et là, en fait, finalement, c'est vous qui gardez un petit peu la tête haute quelque part, vous voyez, c'est ça. il a moins d'impact que si vous deviez rouge, vert et bleu. Alors ça, c'est quand la répartie, le manque de répartie est un peu accidentel ou provoqué par une situation inattendue. Mais vous savez que, enfin, moi, je fais partie de ces gens, par exemple, et il y a des gens qui en sont un peu victimes tout le temps. C'est-à-dire que très souvent, je me dis: «Ah, j'aurais dû répondre ça le lendemain» ou «Ah, pourquoi je l'ai dit ça?» et cetera. C'est-à-dire que c'est plutôt un temps de retard. Est-ce Oui, que vous ne pensez pas que le fait justement de différer sa réponse peut être quelque chose de pas mal aussi. oui, mais tout dépend le contexte, Pascal. C'est pas toujours possible, on est d'accord. Oui, Parce que oui. face à quelqu'un qui fait le malin, si Ah oui, si vous c'est ça, voyez, par mmh, exemple, parce qu'après il y a le contexte professionnel, dans un bureau, dans un service, tout ça, ou même devant des copains. Enfin bref, il y a tout un tas de jeux relationnels parfois qui se peuvent mettre en place. Alors, bien sûr, on est d'accord, c'est pas toujours pertinent de surenchérir parce que tout dépend de l'enjeu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui lance une vacherie. Ouais, aucun enjeu, on trace. C'est pas oui, grave. si c'est un N+1 comme on dit devant les autres, renchérir peut avoir des conséquences Oui, mais ennuyeuses. tout dépend comment on surenchérit. Par exemple, je reviendrai tout de suite à votre question juste après. Si par exemple on dit, dis donc, euh, pendant les vacances, t'as bien profité toi. Vous voyez, par exemple, même si c'est le N+1, qu'est-ce que vous faites? On ne peut pas rester pétrifié comme ça. Moi, ce que je suggère, et l'exemple que je disais tout à l'heure de surenchérir, c'est par exemple, ah ben je te remercie de l'avoir remarqué parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça. Oui, c'est Voilà, c'est pas irrespectueux et en même temps on se positionne. Par exemple, vous voyez, c'est ça se surenchérir. Et c'est ce que j'appelle le oui même que. Oui même que, je te remercie de l'avoir remarqué parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça. Oui même que, euh, j'ai tellement dégusté de bonnes choses que je t'en proposerai. Ou, vous voyez, ce oui même que, c'est en fait parce qu'on sait. Alors là, je fais une petite parenthèse. Parce que c'est pas magique tout ça. Il se passe des choses dans notre tête, même au niveau de la chimie, etc. Et donc pour notre cerveau, quand on commence une phrase, il y a une sécrétion d'une hormone qui va nous encourager à dire la suite. En revanche, si on ne dit rien et qu'on se muselle, ben, ça fait comme si ça fermait tout là-haut. d'accord. Donc cette histoire de oui même que peut être comme un tremplin en fait. Et d'ailleurs, je conseille à ceux qui nous écoutent de s'entraîner, de s'amuser. Oui même que et hop surenchérir à la phrase qui était dedans. C'est-à-dire au lieu de refuser, la réflexion de l'autre, au lieu de se mettre en position d'attaque, on l'accueille et c'est comme une balle qu'on va pouvoir lui renvoyer. Exactement. C'est ce que je disais quand on surenchérit. Vous voyez? Plutôt que se défendre et garder la balle, pour rebondir sur votre exemple, ben, la balle, en fait, on s'en amuse avec, quoi. On s'en amuse avec et on fait ce qu'on veut avec. Et ça, dites-vous bien que quand on montre aussi à notre interlocuteur ou à nos interlocuteurs qu'on est à l'aise avec cet exercice de l'aisance verbale, quelque part, ça pose le cadre aussi, ça force le respect. Parce que souvent, on se dit, oh là là, mais si je réponds ça, ça va dire machin. Et du coup, on se muselle, on se tait, et c'est après que ça fait un peu ce qu'on appelle cocotte minute, vous savez, et que
Il y a des choses qui sortent de manière complètement incongrue, et c'est là qu'on passe un peu pour quelqu'un de bizarre. C'est-à-dire que dans le livre, vous nous donnez justement une hygiène relationnelle, un peu comme un petit training pour se muscler et faire grandir sa capacité de répartie. Alors, qu'est-ce Exactement. qui aide à grandir en répartie, j'allais dire? C'est ça, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui aide à grandir en répartie? Je crois vraiment, j'insiste souvent là-dessus, mais c'est la manière dont on se considère dans la relation à l'autre. Vraiment. Quelle place on se laisse? Parce que si on est sans arrêt, alors c'est beau d'être dans l'empathie, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une belle qualité, l'empathie. Toutefois, vous savez, la définition d'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc si sans arrêt on se met à la place de l'autre, là on est là et là il y a l'autre, si sans arrêt on se met à la place de l'autre, ben finalement ici il n'y a plus personne. Donc comment vous voulez vous exprimer? Là on est évidemment dans la symbolique, on est d'accord, mais toutefois notre fonctionnement de notre cerveau est par la symbolique. Donc, l'idée, c'est déjà de dire, OK, ben, pourquoi moi, je n'aurais pas de répartie? Pourquoi moi, je ne pourrais pas me permettre de répondre petit à petit comme ça aux choses, aux gens, et sans avoir besoin sans arrêt de me défendre? Non, j'ai ma place aussi, j'ai droit à ma place, je peux prendre ma place, et celle qui me ressemble, en fait. Surtout, n'imitons pas quelqu'un d'autre, parce que là, c'est important aussi de faire des choses comme ça nous ressemble, en fait, avec Mmh. notre énergie, avec, avec notre vécu, avec notre différenciation quelque part, parce qu'on a tous le nôtre, parce que nous sommes tous des personnes singulières. Et c'est ça qui est merveilleux. Surtout, ne tombons pas dans le piège d'essayer de tous nous ressembler. Et du coup, surtout, n'ayons pas des phrases toutes faites, qui ressemblent aux autres, n'utilisons pas des vannes qu'on a vues utilisées par d'autres. En fait, le but, c'est quand même de trouver sa musique à soi et comment la jouer en face de l'autre. C'est ça, exactement. Sa propre composition, oui, c'est une jolie métaphore. Et alors, évidemment, tout est prétexte à répartie parce que pourquoi pas avoir une certaine culture générale de citation, par exemple, parce que c'est intéressant aussi. Vous voyez. Là, on peut s'inspirer des autres, pas faire des copier-coller de comportements d'autres, mais en revanche, s'inspirer de certaines citations extraordinaires de Gandhi, de Nelson Mandela, d'Albert Einstein, et encore même des gens vivants aussi. Il y en a qui sont intéressants aussi. Ça, pourquoi pas? Ça peut être des choses intéressantes aussi à répondre, des citations. Ah, ben, comme disait un tel, machin, ou voilà. Voilà, ça c'est Pourquoi bien, pas? oui. Pourquoi Mmh. pas? Ça peut être aussi des anecdotes, des témoignages. Amusons-nous, en fait. J'ai Puis envie de dire: dire. «Oh, tu me rappelles le jour où quelqu'un m'a dit ça» et voilà et Et voilà, ça peut être intéressant aussi. Considérons la relation à l'autre comme potentiellement quelque chose de ludique, dans lequel individuellement on peut s'amuser et non oui. subir. D'ailleurs, je vous avez employé le mot magique parce que ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est évidemment tous les petits exercices que vous proposez et ça, on voit que ça vient aussi de votre culture de l'improvisation, qui est quand même formidable. Donc pourquoi pas s'entraîner avec des amis le soir à partir d'un mot et Exactement. puis enchaîner les uns les autres, Mmh. racontez-nous comme ça un ou 2 exercices qui Et peuvent bien en être famille aussi, pourquoi pas, oui, en famille, c'est très voilà, sympa. le soir au coin du feu ou au coin du radiateur, même pourquoi pas si on n'a pas de cheminée, plutôt que de regarder la télé en famille, eh ben, pourquoi pas amusons-nous comme ça. Alors, il y a des mots, des petits trainings du genre, ben, il y a quelqu'un qui lance un mot et puis on s'amuse tous à dire un mot par association d'idées au mot précédent. Vous voyez? Et puis pourquoi? C'est intéressant parce que mine de rien, ça, sous prétexte de s'amuser un petit moment de manière sympathique, ça va stimuler aussi la fluidité des mots et du vocabulaire dans notre esprit. Et ça va nous habituer à convoquer régulièrement des mots qu'on a là. Puisque vous disiez tout à l'heure, c'est souvent après coup le lendemain ou en pleine nuit qu'on dit mais c'est ça Oui, que oui. j'aurais dû lui dire, mais pourquoi j'ai pas répondu ça? Mais c'est parce que ça veut dire concrètement, le point positif, c'est qu'on l'a en soi la bonne réponse. Mais sur le coup, comme on stresse, en fait, ou quand on est pris, ou pour X raison, ça marche pas, ça vient pas. Et quand on se détend le soir, c'est là que ça vient. Donc, il y a plein d'exercices que je propose dans le livre de training qui viennent principalement des techniques d'improvisation pour s'amuser comme ça. Donc, il y a les associations d'idées. Il y a aussi, ben, tiens, on se fixe un thème. Je ne sais pas, ça peut être soirée d'hiver, par exemple, c'est le thème, soirée d'hiver. Et tour à tour, chacun dit un mot. Il n'y a pas un qui désigne peut-être, ou
ou on fait un tour, comme on veut. C'est plus sympa qu'il y en ait un qui s'amuse à désigner parce que si on sait qu'on va parler en troisième, par exemple, on ne va pas forcément entendre les mots qui sont dits avant. Parce que notre cerveau est coquin, hein, des fois. Il focalise sur ce qu'on a à dire et pas forcément sur ce qui a été dit avant nous. Et ça aussi, c'est un secret de bonne répartie, de bien écouter ce qui a été dit avant. Parce que ça peut être un très bon tremplin pour se servir d'un mot plutôt qu'un autre, etc. On n'est pas obligé de prendre la globalité. Euh, euh, ça fait aussi partie, entre parenthèses, des stratégies de Schopenhauer pour l'art de l'éloquence. Dans les débats, on n'est pas obligé de répondre à tout, mais on peut répondre à certains mots, en fait. C'est-à-dire que l'écoute est une façon de faire grandir son art de la répartie. Ah, mais fondamentalement, de toute façon, l'écoute fait partie de la communication en vrai. Vous voyez? Parce qu'on écoute, on peut rebondir, comme on est en train de faire là, en fait. Effectivement, on fait des digressions parce qu'une idée en amène une autre, en amène une autre, en amène une autre. Donc, il y aura peut-être des choses auxquelles on n'a pas répondu ou des choses qu'on a abordées, on n'a pas Oui, mais abouti, c'est une etc. Mais conversation, c'est ça qui est intéressant. exactement. C'est le Et là, charme de la conversation. Et l'idée, c'est que, au-delà du plaisir que nous avons, vous et moi, de partager cette conversation, l'idée, c'est que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent aient aussi envie de se positionner, en fait, et de se questionner en disant, mais tiens, finalement, moi, comment je suis par rapport à la répartie? Est-ce que j'estime que j'en ai beaucoup? Pourquoi? Est-ce que j'estime que j'en ai pas beaucoup? Pourquoi? Et qui c'est qui me définit ça? Est-ce que je me définis au travers des autres par rapport à l'idée qu'ils ont de moi, ou je me définis par rapport à mon propre vécu, à ce que j'ai ressenti, les fois où j'étais pétrifiée parce que je ne savais pas répondre, ou au contraire les fois où j'ai répondu mais de manière un peu virulente, du coup ça a été mal pris. Ouais, tout ça, on a tous un vécu. On a tous un vécu par rapport à ça, et le vécu que nous avons, des fois, crée des ancrages positifs ou limitants. Et vous savez, aujourd'hui, je crois qu'on est tous prompts à faire des mises à jour sur nos machines, nos ordis ou nos smartphones, mais parce que même on n'est pas dans le choix, c'est eux qui nous l'imposent. Mais en revanche, il me semble que l'on ne fait pas souvent des mises à jour par rapport à nous-mêmes. tout à fait. Alors que nous évoluons, nos compétences évoluent, nos ressources évoluent, nos potentiels évoluent. Et ça, c'est important aussi de se rendre compte parce que du coup, notre communication et notre présence au monde, notre posture évolue aussi, forcément. Donc si on dit connaissance de soi, connaissance de ses émotions, acceptation, on est déjà dans le début d'un process, qui va jusqu'où alors? Quelles seraient les étapes après? Ben, qui va jusqu'où? Ben, jusqu'à Expérimentation? exactement expérimentation plus, oui. Et aussi honnêteté envers soi. Et accepter aussi de se définir par soi-même, ne pas attendre toujours que ce soit l'autre qui nous définisse, parce que ça, souvent, quand on manque de confiance en soi, on attend que ce soit l'autre qui nous définisse. Bon, je trouve que c'est important aussi et c'est pas du tout être égocentré que d'être capable de faire un peu notre check, notre auto-check, si je puis dire. Et chemin faisant, on va expérimenter des choses. Il faut toujours tester. C'est pour ça qu'il y a que dans mon livre, j'ai mis beaucoup d'exercices sur le à vous de Tout à jouer, fait, parce tout à fait. que ben déjà parce qu'il y a un côté ludique qui me plaît beaucoup, un côté dynamique, et aussi le fait que de cette manière, le lecteur peut s'impliquer dans le livre et au-delà, en fait. Oui, oui, la moralité de tout ça, c'est que ça n'est pas grave en fait. Exactement. Si on s'y met, ça n'est pas grave, si on ose regarder, ça n'est pas grave. Alors, Exactement. est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose et que vous allez vous poser vous-même, comme ça vous allez pouvoir y répondre, chère Corinne? Oh, alors là, vous me prenez. Ah, voilà, je teste votre répartie. Euh, Est-ce qu'il y aurait une question à laquelle j'aimerais répondre et que vous ne m'avez pas posée? Vous voyez, ça, peut être une technique de répartie. Vous voyez, quand on ne sait pas quoi répondre, je reprends la question, ce qui me Voilà. laisse du temps pour y réfléchir. Et bah, écoutez, honnêtement, on a parlé de mon positionnement professionnel, ma manière d'accompagner. Une question, c'est moi surtout, j'ai construit ce livre vraiment pour finir de finalement répondre à votre première question. Vraiment dans l'idée de faire quelque chose qui n'existait pas déjà, parce qu'il existe beaucoup de livres sur la répartie déjà, et mon objectif était vraiment de le construire comme un accompagnement de coaching, et pas refaire un énième livre sur la répartie qui existe, parce qu'il en existe des très bien, et il n'y a pas besoin de refaire des redites. Et du coup, c'est pour ça que j'ai intégré dedans beaucoup de citations,
En fait, j'ai mis beaucoup d'éléments qui peuvent aider le lecteur à avoir une répartie supérieure, supplémentaire à celle qu'il a actuellement. Des contes métaphoriques, des exemples évidemment de répartie. Et c'est un peu comme un guide finalement, vous voyez. C'était ça mon objectif. Que chaque lecteur, de là où il en tire quelque chose déjà de ludique, qui passe un bon moment, mais que aussi finalement, ça qu'ils se rendent compte que ben, c'est pas très grave et que finalement, tout est possible, que lui aussi ou elle aussi, elle peut devenir quelqu'un qui a de la répartie. Eh bien donc, voilà pour, ce nouvel an qui va arriver, et qui va nous demander peut-être de nous remettre à jour, de développer notre sens de la répartie et je vous recommande à tous, à nouveau, ce livre, «L'art de la répartie» de Corinne Blanche-Fogère et «Maîtriser l'art de la répartie» et aux éditions Le Duc Pratique et merci à vous, à bientôt. Ben, merci beaucoup, Pascal. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.